Salut, salut! Aujourd'hui on se retrouve au jardin mais pour la deuxième partie de cette foire aux questions. Donc allez, c'est parti pour la deuxième partie. Alors la première question est, je voudrais savoir s'il faut vraiment faire un plan du potager avec tous les légumes plantés pour les associer comme il faut, ou on peut mettre tous les légumes à côté dans n'importe quel sens. Moi j'ai envie de dire qu'on peut faire un peu les deux techniques, elles sont bonnes. Moi la technique que j'ai choisie c'est plutôt de faire un grand mélange et de tout mélanger un peu n'importe comment. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo, il n'y a que deux seules familles que j'essaye d'éloigner l'une de l'autre, c'est la famille des Alliacées et la famille des Fabacées. Donc en gros, je ne mets pas l'ail à côté des fèves, je ne mets pas les poireaux à côté des haricots, j'éloigne ces deux familles. Sinon tout le reste, je mélange énormément. Par contre, quand je mélange, je fais attention aux familles. Donc j'essaye de mélanger des curcubitacées avec des solanacées, des tournesols, du maïs. Enfin voilà, je mélange énormément, il y a du haricot, tout ça je mélange énormément et je ne fais pas de plantes du tout. Allez, question suivante. Mais où êtes-vous? Peut-on venir vous rencontrer? Donc moi je suis dans le Var en fait, et donc voilà. Et pour nous rencontrer, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site de l'association La Graine Indocile, parce qu'en fait je fais partie de l'association La Graine Indocile. Je ne suis pas du tout seul dans cet asso, mais j'en fais partie. Et du coup, pour venir voir ce terrain-là sur lequel je me trouve actuellement, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site de La Graine Indocile, aller s'inscrire à la lettre de La Graine Indocile. C'est un courrier que l'association envoie une fois par mois, et avec cette lettre vous serez informé en fait des journées portes ouvertes que l'on fait régulièrement. Et donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez vous inscrire à ces journées portes ouvertes et venir me rencontrer comme ça. Beaucoup de gens posent la question de la lutte contre les divers insectes. La réponse est sûrement d'avoir le plus de biodiversité. Mais quid des doryphores? Beaucoup de sites de jardiniers font une exception de cet insecte et l'exterminent. Effectivement, le doryphore, il est souvent vraiment mal aimé. Une des raisons pour l'exterminer est que en fait, c'est pas un animal qui est originaire d'Europe et du coup il vient d'Amérique. Et du coup, souvent les jardiniers n'ont aucun scrupule à l'écraser. Donc voilà, parce qu'il n'aurait pas de prédateur en fait, vu qu'il vient d'Amérique, il n'y aurait pas de son prédateur en Europe. Alors moi, c'est pas du tout ma façon de faire. Pour moi, le doryphore, il a ses prédateurs. Il y a tout un tas d'animaux qui mangent des doryphores. Mettez un doryphore à un oiseau, vous allez voir qu'il va le manger. Il y a des sauterelles qui les mangent, il y a des guêpes qui les attaquent. Enfin, les doryphores, en fait, ils ont des prédateurs. En général, quand on a un jardin avec beaucoup de biodiversité, qu'on n'a pas une grosse monoculture, souvent le doryphore, c'est souvent un problème pour les pommes de terre. Si on n'a pas une énorme monoculture de pommes de terre, en général, il n'y a pas de gros problème avec les doryphores. Il y a une expérience aussi qui a été menée avec les doryphores, on peut se rendre compte que même s'ils mangent beaucoup de feuillage, souvent ça réduit très peu la production de pommes de terre. Donc voilà, pour moi la réponse pour les doryphores, elle est la même que pour tous les autres. Biodiversité, beaucoup de prédateurs. Et moi j'ai jamais eu de problème avec les doryphores, j'en ai croisé 2-3 et puis généralement ils n'arrivent pas à envahir le jardin, quoi. Je sais pas si on l'entend, mais il y a un avion qui passe. Pour préparer un jardin avec des herbes hautes, comment conseilles-tu de m'y prendre? Désherber d'abord ou alors coucher les herbes et ajouter de la matière organique par-dessus? De manière générale, j'aurais plutôt tendance à dire de rajouter de la matière organique dessus. Et puis voilà, c'est la meilleure façon selon moi d'améliorer le sol. Après, si on veut cultiver directement dedans, effectivement, il y a quelques herbes moi que j'enlève dans ce jardin-là par exemple, qui est très rempli d'herbes. Et je conseille en fait, si on veut cultiver directement dans une zone pleine d'herbes, il y a plusieurs choses. Soit on fait une zone de culture comme j'ai fait juste là où je suis assis. Donc c'est juste, je laisse les herbes, je fais ma lasagne et je mets un coffrage en botte de paille, je cultive directement, je ne me casse pas la tête avec les herbes. Sinon, si on veut cultiver directement dans le sol, ce que je conseille de faire en fait, c'est de reconnaître les plantes de la famille des graminées. Voilà, les graminées, donc chien-dent, toutes ces herbes-là, hop, tout ce qui ressemble à ce qu'on appelle une herbe quand on dessine de l'herbe comme ça avec des traits, c'est ça les graminées. Alors moi, ce que je conseille de faire, c'est les graminées, si on veut cultiver directement dans la zone, c'est enlever les graminées. Et toutes les autres, il n'y a qu'à les coucher et ça marche très bien. Pour les graminées, il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est que même on peut juste faucher les herbes, les mettre au sol et ça nourrit le sol. Par contre, il ne faut pas faire ça avec les graminées. Si on les fauche, ces graminées, donc le chien-dent, le gazon, tout ça,
Si on le fauche, il va faire du talage, donc il va faire encore plus de racines dans le sol et il sera encore plus présent les fois précédentes. C'est pour ça que dans les prairies qui sont fauchées régulièrement, il y a énormément de graminées. Parce qu'en fait, plus on les fauche, plus elles se reproduisent. Ce sont des plantes en fait, qui ont été habituées à évoluer avec des animaux qui les broutent. Donc je sais pas, des vaches, des chevaux, des chèvres, etc. Et plus elles se font brouter, plus elles se font couper, plus elles poussent, plus elles sont présentes dans le sol. On le remarque très bien avec le gazon. Le gazon, si on arrête de le tondre, il a tendance à disparaître. Pour maintenir le gazon, il faut le tondre régulièrement. Donc c'est valable sur quasiment toutes les graminées. Donc si vous voulez faire disparaître les graminées, il faut ne pas les faucher. Il faut soit les arracher entièrement, soit les laisser monter en graines, les faucher vraiment juste au moment où elles préparent leurs graines. C'est un peu stratégique. Soit juste les laisser monter en graines et rien faire du tout. Et en fait, elles ne sont pas très fortes en reproduction par les semences. Elles se reproduisent vraiment beaucoup mieux en se faisant brouter. Et par rapport à d'autres plantes qui se reproduisent vraiment très bien avec les graines. Donc voilà. Donc en gros, si vous coupez des herbes, ne coupez pas les graminées. Si vous voulez planter directement dans une zone de culture, je vous conseille d'enlever les graminées parce que je l'ai fait pendant des années, planter directement dans le chien-dent. Et en fait, les plantes poussent, mais elles sont vraiment très petites, peu productives. Donc je conseille, si on veut vraiment avoir une production dès la première année, enlever les graminées. Après, les graminées, on peut les enlever, les utiliser pour faire du purin, on peut en faire tout un tas de trucs. Mais je vous conseille vraiment d'enlever les graminées pour cultiver directement dans une zone. Sinon, toutes les autres herbes, moi je les laisse, je les laisse. À la limite, je les couvre avec de la paille ou de la matière organique, peu importe. Et elles se dégradent dans le sol, il n'y a pas de problème. Bonjour Damien, j'ai un souci sur des concombres et des butternuts atteints d'odium. J'ai lu que le lait appliqué sur les feuilles pouvait aider à traiter la maladie. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors oui, il y a tout un tas de traitements qui permettent de lutter contre l'odium. Moi à une époque je faisais des purins de prêle, purins d'ail, ça marche très bien. Le lait j'ai jamais essayé, pourquoi pas. Moi en fait ce que je constate surtout c'est que généralement quand on a des plantes qui sont atteintes de maladies, odium, mildiou, peu importe, c'est les plus connus quoi. Souvent ce sont des plants que l'on a achetés, dont on n'a pas fait nous-mêmes la sélection de graines. Ou alors si on a fait nous-mêmes la sélection de graines, ce sont des plantes que l'on a traitées et du coup elles n'ont pas été adaptées à résister. Donc moi mon conseil pour lutter et résister face aux maladies, c'est de planter tout un tas de cultures et de garder uniquement les graines des plantes qui ne sont pas malades. Et chaque année on replante ces plantes-là. Et après ces problèmes de maladie, ça n'existe plus parce qu'on n'a que des plantes résistantes. Donc c'est mon conseil, c'est faire ces semences et garder les semences des plantes qui ne sont pas atteintes par la maladie. Et du coup, si on traite nos plantes avec des purins, de l'ail, de la consoude ou du lait, pourquoi pas, eh bien, en fait, on ne favorise pas cette résistance naturelle. Et du coup, chaque année, on aura des plantes que l'on devra traiter. Donc, bon, mon propos est à nuancer peut-être un petit peu. On peut faire des traitements de moins en moins importants chaque année pour aller petit à petit, quoi. Selon les régions, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, mon conseil, c'est de faire de la sélection de plantes résistantes. Alors bonsoir, le foin ça marche pareil que la paille? Non. En fait, chaque matériau que l'on va utiliser pour couvrir son sol a des propriétés différentes. Donc on entend souvent dire la paille c'est pas bien parce que si, le broyat c'est pas bien parce que ça, le foin c'est pas bien parce que si, les aiguilles de pin, etc. En fait, chaque matière que l'on va utiliser pour couvrir son sol, à chaque fois il y a des inconvénients et à chaque fois il y a des avantages. Par exemple, pour comparer le foin et la paille, le foin il est un peu plus riche en azote, moins riche en carbone, du coup il se dégrade plus vite. Du coup, inconvénient, la couverture du sol dure moins longtemps, avantage, ça nourrit le sol beaucoup plus rapidement. Voilà, pour chaque matériau, il y a des avantages et inconvénients, quels qu'ils soient. Merci pour tes vidéos, super. Tu aurais des tuyaux vidéo sur de la permaculture en montagne, genre 1300 mètres, ou de la permaculture avec hiver enneigé? Merci encore et bonne continuation. Bah ouais, en vidéo hyper connue, il y a la vidéo donc, de Sepp Holzer qui fait de la permaculture dans des montagnes en Autriche. Donc je vais essayer de vous mettre un lien vers cette vidéo dans le descriptif de cette vidéo là. Et sinon il y a également un bouquin, je vais essayer de vous mettre le bouquin quelque part par là. Et puis voilà. J'ai l'impression que je dis souvent et puis voilà, non? Donc ouais, j'ai quelques feuilles de questions, j'ai 4 feuilles de questions là. Déjà je m'excuse par avance à ceux qui ont posé des questions et auxquelles je ne vais pas répondre. Je ne pouvais pas répondre à tout.
Et notre petite info, c'est que les questions que j'ai choisies ne sont pas forcément les meilleures questions, et celles que je n'ai pas choisies les moins bonnes questions, c'est juste que j'ai dû faire un choix et il y a d'excellentes questions que je n'ai pas choisies. Peut-être que ce sera pour la prochaine, qui sait. Et il y a un autre truc que j'aime bien, c'est que souvent dans les questions, il y a des personnes qui répondent à ces questions et ça c'est top, du coup ça fait un peu comme un forum. Il y a toujours des gens qui ont des réponses à tout. Comme il y a beaucoup de gens, il y a forcément beaucoup de réponses, alors que moi tout seul, je n'ai pas réponse à tout. Donc c'est top si vous voyez les commentaires et que vous répondez aux questions, je trouve ça génial. Et en plus, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a plein de réponses différentes, plein de façons d'aborder les choses différentes, plein de philosophies différentes. Et c'est sûrement beaucoup plus enrichissant de voir toute cette diversité de réponses que de juste se fier à mes réponses perso, quoi. Et en attendant, continuons. Salut Damien, merci pour ces vidéos de qualité. Pourrais-tu nous donner une indication plus précise sur la densité de plantation pour les plantes potagères? Tu recommandes toujours d'occuper le plus possible l'espace, alors que d'autres techniques de jardinage recommandent par exemple de ne pas planter d'un pied de tomate à côté d'une courgette et de respecter une certaine distance entre les plants pour des questions maladies, nutriments, etc. Sur tes vidéos, on voit bien que cela donne, mais les distances sont difficiles à évaluer. Merci d'avance. Donc oui, moi on voit très bien que je mélange courgettes, tomates sans problème. Ça marche très bien. Et donc les distances, elles sont vraiment, généralement je les fais un peu au pif moi les distances, mais là pour vous donner une réponse vraiment précise, là j'ai une courgette ici et j'ai une tomate là, donc la distance c'est ça doit faire 40 cm. Mais écoute, entre les deux j'ai aussi un haricot qui est en train de sortir, hein. Donc voilà, 40 cm mais avec aussi d'autres plantes entre. Pour l'extérieur, je me suis mis à utiliser la paille comme toi. Mais le blé semble également pousser. Que fais-tu avec ces repousses? Oui, moi j'ai plein d'endroits où il y a du blé qui pousse. Peut-être que devant moi, là vous le voyez, il y a du blé qui pousse. Alors en général, je le laisse pousser, ça ne me pose pas de problème. Puis si vraiment j'en ai trop, je l'arrache. Parce que le blé, c'est également une graminée. Mais sinon, en général, je le laisse pousser, il se ressème et puis il a tendance à disparaître. Et sinon, je mets les épis aux poules directement. Et puis voilà, quoi. Je le laisse pousser en fait, tout simplement. Sauf s'il y en a vraiment trop et que j'ai envie de planter autre chose, je l'enlève. Et encore, bon, le blé c'est une graminée qui n'est pas trop invasive. Du coup, parfois je l'arrache pas, juste je le couvre avec de la paille et il a tendance à disparaître, hein. Contrairement aux graminées sauvages qui elles sont très efficaces pour survivre et se débrouiller toutes seules, le blé il a été sélectionné par l'homme pour avoir de gros grains, mais du coup il n'est pas du tout fortiche pour la survie tout seul comme ça. Donc le blé en général il est vraiment pas envahissant, hein. Pensez-vous que Philippe Waki di Giorgio, avec son procédé de fertilisant rétenteur d'eau, ou de Sergio Rico, l'inventeur de la pluie solide, qui souhaitent tous les deux révolutionner l'agriculture mondiale depuis plus de 20 ans? Merci. Alors je ne connais pas spécialement ces deux personnes. J'imagine qu'on parle de petits granulés que l'on met dans le sol et qui sont capables de se gorger d'eau et de garder énormément d'humidité dans le sol, ce qui permettrait de diminuer les arrosages. Je pense que c'est ça. Alors pour moi, il existe quelque chose de naturel qui existe dans la nature, de beaucoup plus efficace. Ça s'appelle le champignon, en fait, le mycélium, les mycorhizes que l'on trouve dans les forêts sont vraiment, selon moi, beaucoup plus efficaces que ces petits granulés que l'on doit acheter pour stocker l'eau. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et puis j'espère que je parle bien de la bonne chose. J'ai pas fait de recherche sur internet. J'ai plutôt tendance, de manière générale, à ne rien acheter, à faire confiance à la nature et à voir qu'elle fonctionne très bien depuis bien avant notre existence. Donc en général, moi j'achète pas de petits granulés qui gardent l'eau. En général, je n'achète pas non plus ce que l'on appelle les micro-organismes efficaces. Pour moi, des micro-organismes efficaces, il y en a de partout dans la nature. On fait un tas de compost, on va en avoir plein. Je sais qu'il y a des gens également qui vendent des mycorhizes, mais pareil, il y en a partout dans la nature. Donc moi, ma façon de fonctionner en général, c'est de faire confiance à ce qui est naturellement autour de moi et de ne pas acheter grand chose en fait. Une autre question sur la densité des cultures. Donc en gros la question elle dit que si on plante vraiment très serré, est-ce qu'on ne risque pas d'épuiser son sol? La réponse c'est que si on fait une bonne polyculture, on n'appauvrit pas son sol et même au contraire on l'améliore en fait. Ce qui est intéressant de savoir c'est que ce sont les plantes qui créent le sol. Plus on aura de cultures, plus après ces cultures vont pouvoir se composter et plus elles vont créer du sol en fait. Donc il faut avoir une grande diversité. Et en fait, plus on a de plantes sur une zone de culture, plus elles vont créer du sol, plus elles vont améliorer le sol. On prend une terre la plus pourrie qui soit, on ne fait rien du tout,
on laisse travailler les plantes et on aura une terre extrêmement fertile. Donc les plantes en fait, elles améliorent le sol, elles ne l'épuisent pas. En gros, 97% de ce qu'il y a dans cette plante, de la biomasse de cette plante, provient de l'air ou de l'eau. Très peu vient du sol. Et quand elle va se dégrader, elle va redonner ça au sol. Donc voilà. Question sur la lutte contre les pucerons et les acariens. C'est pas vraiment sur la lutte, disons que c'est une personne qui a pas mal de problèmes de pucerons ou d'acariens sur les cultures. Ça peut être des punaises. En général, ces problèmes-là, ces problèmes de petites bestioles qui viennent pomper la sève sur nos cultures, viennent bon, c'est souvent multifactoriel, donc il y a plusieurs raisons. Souvent, bon, c'est un problème de diversité, de biodiversité. Et le deuxième problème, c'est quand on a des sols trop riches en azote. Si on a tendance à mettre trop de fumier ou trop d'engrais ou d'arroser trop souvent avec des engrais liquides, on a un sol très riche en azote, donc les plantes vont bien pousser. Alors le problème des plantes qui sont vraiment surchargées d'azote, c'est qu'elles ont une sève qui est différente de la sève des plantes qui ont moins d'azote, et c'est une sève qui va attirer un maximum d'acariens et de pucerons. Et en plus, ces acariens et ces pucerons, quand ils se nourriront avec cette sève, ils auront tendance à se multiplier encore plus. Et puis voilà, donc un sol trop riche en azote cause des problèmes de parasites sur les plantes. Et également, un sol trop riche en azote fait que les plantes poussent très vite et elles sont aussi beaucoup plus gourmandes en eau. Donc voilà, l'azote, il faut le doser, enfin les engrais ou le fumier, il faut le doser tranquillement, quoi. Je vous invite à faire un test sur des tomates dans un sol beaucoup plus pauvre. Vous allez voir que ces tomates n'auront pas d'attaque d'acariens. Tes petites boutures en pot, tu les mets où? À la pluie, mais il risque d'y avoir des pots noyés s'il pleut, ou alors à l'abri, mais alors il faut les arroser s'il fait sec. Mes boutures, ce que je fais, c'est que je les mets dans une espèce de barquette qui est percée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se remplir d'eau totalement. En gros, c'est une barquette étanche, mais avec des trous à niveau 1 cm. Donc il peut y avoir qu'au maximum 1 cm d'eau dans ces barquettes. Et je les mets à un endroit plutôt ombragé, tant qu'il n'y a pas les racines. Et puis ça marche très bien, parce que moi, mes boutures, j'essaye de les arroser le moins possible. Surtout les boutures d'hiver, je les arrose pas du tout. Et les boutures que je fais dans la saison un peu plus chaude, j'essaye de les arroser au minimum. Donc à l'ombre, avec une barquette, mais la barquette ne se remplira pas d'eau intégralement. Voilà. Connais-tu des sites qui permettraient d'identifier les plantes directement ou des livres? Alors en livre, moi le livre que j'utilise, enfin les livres que j'utilise le plus, ce sont l'encyclopédie des plantes bioindicatrices. Je trouvais énormément de choses dans ces bouquins-là, j'en ai 3. C'est pas donné, ça coûte 60 € chaque bouquin. Je préfère vraiment le volume 1 par rapport aux autres. Et après sur internet, j'ai pas tellement l'habitude de chercher. On m'a souvent parlé de Facebook pour ceux qui utilisent Facebook. Moi j'avoue que j'y vais jamais sur Facebook. Enfin, j'ai une page Facebook, mais juste je mets des vidéos et je n'en occupe pas du tout. Donc, alors pour ceux qui y vont, il y a apparemment je sais pas comment on appelle ça, un groupe ou une page, je sais pas trop, qui s'appelle Quelle est cette plante? En fait, a priori, on met la photo de notre plante et il y a tout un tas de gens sur ce forum-là, sur cette page, qui vous donnent les réponses à ces informations. Et il y aurait également la page Quel est cet animal? Donc voilà, sinon en bouquin, l'encyclopédie des plantes bioindicatrices, moi j'aime bien parce que ça vous donne le côté comestible de la plante, ça vous donne le côté médicinal de la plante et ça vous dit également si cette plante pousse sur ce sol, c'est que votre sol est comme ceci ou est comme cela. Donc moi j'aime bien. L'avant-dernière question est comment fait-on pour s'acheter des graines? Alors moi personnellement, je ne vends pas du tout de graines. Les seules graines que je distribue, ce sont pour les personnes qui me soutiennent ces vidéos sur Tipeee. Donc pour les personnes qui me soutiennent, je fais des contreparties avec des semences que je reproduis moi-même. Sinon, un autre moyen de se procurer mes semences, c'est de contacter l'association La Graine Indocile. En hiver, on essaye de distribuer des semences, mais pareil, les quantités sont limitées. Mais sinon, moi personnellement, je ne vends pas de semences, vu que je fais beaucoup de choses, je produis mes semences, mais j'ai beaucoup trop de demandes, je ne peux pas répondre à la demande de tous. Une dernière question qui, à mon avis, va changer la vie de pas mal d'entre vous. Cette question est pourquoi tu t'es mis à faire des vidéos sur YouTube? Ouais, alors pourquoi je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube? C'est une question pareil c'est multifactoriel, mais en gros ça faisait depuis 2009, si je dis pas de bêtises, que j'écrivais des articles sur internet pour parler de tout un tas de sujets un peu équivalents à ce que je fais maintenant en vidéo, parce qu'en fait moi-même je lisais pas mal d'articles sur internet.
Je lisais aussi beaucoup de bouquins, hein. Donc mon idée c'était de partager un maximum pour que ces infos en fait circulent le plus possible. Et puis à un moment donné, je me suis mis aussi moi-même à regarder pas mal de vidéos. Et en fait, dans les vidéos que je regardais, je trouvais que j'avais des trucs à dire que je ne voyais pas sur internet. Donc je me suis dit, allez, si je veux voir ces vidéos que j'aimerais voir moi-même, j'ai qu'à les faire. Et c'est ce que je me suis mis à faire. En fait, je me suis mis à faire les vidéos que j'aurais aimé voir il y a quelques années. Et puis surtout parce que j'avais vraiment envie d'être hyper connu, c'est pour ça que je fais des vidéos. Bon, mais puis voilà, c'est tout pour cette FAQ, deuxième partie de la numéro 2. Je pense que je ferai une prochaine foire aux questions dans un an j'imagine. En attendant, j'ai du mal à répondre à toutes vos questions. Donc si vous-même vous voyez des questions et que vous avez une réponse à apporter, n'hésitez pas à le faire, c'est cool. Puis je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao! Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler des projets de la chaîne YouTube parce que j'ai plein de projets pour l'année prochaine et j'avais dit que vous en parlerez. Donc j'ai oublié de le faire et en fait je ferai ça une prochaine fois. Donc je vous en parlerai une prochaine fois. Et sinon, en attendant, si jamais vous vous posez la question de comment commencer en permaculture, ce qui est une question très intéressante, je vous invite à cliquer sur cette courgette. Là.